Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue sur Business Africa, je suis Ronald Kato. Au programme cette semaine. Avec son taux d'urbanisation rapide, l'Afrique comptera 12 mégapoles d'ici 2040, mais le continent est-il prêt pour un avenir urbain? Nous évaluons ce que les gouvernements peuvent faire pour tirer parti de la puissance des villes et favoriser la croissance économique. Les agriculteurs marocains ont un long chemin à parcourir pour se remettre d'un séisme dévastateur. La catastrophe a causé d'énormes dégâts aux vergers, aux systèmes d'irrigation et aux sources d'eau dans les montagnes de l'Atlas. Et enfin, les exportateurs ougandais reçoivent un accueil glacial aux États-Unis à la suite de l'adoption d'une nouvelle loi contre l'homosexualité. L'Ouganda pourrait perdre l'accès à ce marché lucratif dans le cadre d'un programme d'exonération des droits de douane. Restez avec nous pour plus de détails. Merci de regarder Business Africa. L'Afrique connaît une urbanisation rapide. Selon la Banque mondiale, le nombre de personnes vivant dans les zones urbaines sur le continent doublera pour atteindre plus d'1 milliard d'ici 2042. Les villes sont essentielles pour stimuler le commerce, les investissements et la croissance du PIB. Mais l'urbanisation rapide a créé des problèmes de capacité pour les villes. Les autorités locales luttent pour planifier, fournir des infrastructures, des transports publics et d'autres services sociaux. L'Afrique est la région qui connaît l'urbanisation la plus rapide au monde. Même si plus de la moitié de la population africaine vit actuellement dans des zones rurales, à partir de 2033, la population urbaine de l'Afrique dépassera la population rurale pour atteindre 60% d'ici 2050. Le continent compte actuellement 3 mégapoles, le Caire en Égypte, Kinshasa en République démocratique du Congo et Lagos au Nigeria. D'ici 2040, l'Afrique comptera 9 mégapoles, abritant plus de 10 millions d'habitants. Nairobi, la capitale du Kenya, dont la population était de 5,2 millions d'habitants en 2022, fait partie de celles qui atteindront le statut de mégapole en 2050. Les autres sont Luanda, Dar es Salaam, Khartoum, Johannesburg et Addis Abeba. Ces cités sont à la fois des aimants et des catalyseurs de la croissance économique. Elles agissent comme des pôles touristiques, technologiques, culturels et commerciaux. Mais les experts estiment que ces villes ne sont pas tout à fait prêtes. Leurs infrastructures et équipements sociaux sont déjà surchargés, créant des difficultés pour les populations et les gouvernements locaux. Kamal Alao Adjayi est le maire de Golf 3, un quartier de Lomé, la capitale du Togo. Merci de nous accorder de votre temps. Que peuvent faire les gouvernements pour mettre le pouvoir des villes au service de la croissance économique? Les gouvernements doivent travailler avec les autorités locales en mettant en place un programme de développement concret. Les villes sont au cœur des programmes de développement. Le gouvernement doit aider les autorités locales à développer des villes globales sur le continent, où il est facile de vivre, de travailler et de répondre à tous les besoins sans avoir à migrer. Il faut éviter la concentration de tous autour des capitales et promouvoir un développement intégré de toutes les villes du pays. Que l'on habite à l'est, au nord, au sud ou au centre d'un pays, on doit pouvoir s'épanouir en tout point selon les spécialités de sa région. Il faut donc une collaboration entre le gouvernement central et les autorités locales. La plupart des villes africaines manquent actuellement d'infrastructures adéquates pour soutenir la population, en partie parce qu'elles accueillent plus de personnes que prévu. Comment construire ces infrastructures et les transports en commun pour les villes modernes? Vous savez, dans nos pays, c'est un problème. Si vous prévoyez une centaine de personnes aujourd'hui, demain, vous serez sûr d'en avoir 200 ou 300, selon les tendances migratoires. Ce qu'il faut donc faire, comme je l'ai dit précédemment, c'est mettre en place un développement intégré du pays entier. Nous devons mettre en place un programme de développement pour toutes les villes afin d'éviter que les gens ne migrent d'une ville à l'autre. Parlez-nous de votre expérience en tant que maire. Est-il difficile pour Lomé d'assurer l'éclairage public, les routes et les transports en commun?
La partie la plus difficile est de savoir comment financer tout cela, comment obtenir des fonds pour les infrastructures. Vous avez votre plan, vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'obtenez pas de financement. C'est pourquoi nous demandons depuis longtemps la mise en place d'un mécanisme permettant de financer davantage les autorités locales. Nous sommes en première ligne du développement. C'est nous qui sommes confrontés aux problèmes du quotidien. Le secteur privé a également un rôle de premier plan à jouer dans la mesure où des projets publics bien conçus et orientés vers les entreprises peuvent être bénéfiques au-delà de l'impôt, créer de nombreux emplois et avoir un impact positif sur la société. Nous devons donc travailler en collaboration avec le secteur privé, les gouvernements nationaux et les partenaires financiers pour stimuler le financement des projets urbains. L'urbanisation, par nature, tend à tuer des secteurs tels que l'agriculture et à affaiblir les villages. Comment les décideurs politiques peuvent-ils construire une relation mutuellement bénéfique entre les villes et les villages ? Pour le développement du pays, nous ne pouvons pas perdre de vue la question de l'autonomie alimentaire. Le plan de développement global du pays doit être axé sur les avantages comparatifs. Une ville doit pouvoir fournir à l'autre ce qui lui manque et l'autre doit pouvoir payer le juste prix. Ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas courir après l'urbanisation, mais savoir comment pouvons-nous planifier le développement global du pays. Car au final, chaque ville doit pouvoir apporter au développement global du pays. Au vu des catastrophes qui viennent de frapper la Libye et le Maroc, comment les villes peuvent-elles atténuer les effets dévastateurs et protéger la sécurité publique ? Je disais que nous sommes en première ligne de tous les programmes de développement et vous savez, c'est nous qui élaborons les politiques sur le terrain. Notre travail consiste à sécuriser notre environnement et à nous assurer que même en cas de catastrophe, nous pouvons protéger notre population. Nous devons donc mettre en place des politiques durables sur le terrain. Nous devons réfléchir, innover pour que nos villes deviennent ce qu'elles seront dans les 20 ou 40 prochaines années. Et cela doit se faire dès aujourd'hui. Cela passe par l'élaboration d'un plan et le financement de ce plan. Ensuite, il faut s'assurer que personne ne fait quelque chose que l'on ne peut pas gérer en cas de catastrophe. Kamala Djaï, merci encore pour votre temps. Je vous remercie. Avant le séisme, les agriculteurs des montagnes de l'Atlas étaient habitués à la sécheresse et aux conditions météorologiques extrêmes et avaient acquis une certaine résilience. Mais la dévastation entraînée par le tremblement de terre est une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Les conditions météorologiques extrêmes ont longtemps pesé sur les producteurs du Maroc, mais le tremblement de terre a engendré de nouveaux défis qui commencent tout juste à être pris en compte. Quelques jours après le séisme qui a tué plus de 2900 personnes, Mohamed Al-Moutawak est venu vérifier l'état de ces arbres fruitiers qui poussent dans les montagnes de l'Atlas. Cette région a été gravement touchée, en particulier les plantations, et notre village vit essentiellement de l'agriculture. L'accès à l'eau est l'un des plus grands défis auxquels la population est confrontée, le séisme ayant provoqué un éboulement de pierres qui a bloqué l'approvisionnement des pluies, explique Moutawak. Selon les autorités marocaines, ce problème est généralisé dans la région. Le secteur le plus touché par le tremblement de terre est celui de l'irrigation. Presque toutes les canalisations ont été détruites. Notre récolte de pommes et de noix a chuté. Nous n'avons jamais connu un séisme aussi dévastateur. Comme partout ailleurs dans ces montagnes, l'agriculture à petite échelle ainsi que l'élevage de bétail est une source essentielle de nourriture. La catastrophe a bouleversé non seulement une source de revenus, mais aussi un mode de vie. Plusieurs fabricants de textiles ougandais voient leurs produits rejetés par des acheteurs aux États-Unis, et cela en raison de la promulgation de la loi contre l'homosexualité.
Le pays pourrait perdre l'accès à ce lucratif marché dans le cadre d'un programme d'exonération des droits de douane. L'African Growth Opportunity Act est une initiative du gouvernement américain qui a débuté en 2000 et qui a permis aux pays éligibles dont l'Ouganda d'exporter des textiles et des produits agricoles vers l'Amérique en franchise de droits et de quotas. En contrepartie, les pays bénéficiaires ouvrent leur marché aux vêtements d'occasion provenant principalement des États-Unis. En 2020, les recettes d'exportation de l'Ouganda dans le cadre de ce programme représentaient 200 millions de dollars. Le Parlement ougandais avait approuvé au mois de mai un projet de loi visant à lutter contre l'homosexualité, ce qui avait suscité des condamnations et des menaces de suppression de l'aide de la part des capitales occidentales. Le président Yoweri Museveni a interdit en août l'importation de vêtements d'occasion. Les États-Unis constituent l'un des marchés d'exportation les plus lucratifs pour ce pays d'Afrique de l'Est qui expédie principalement des textiles dans le cadre de l'initiative AGOA. Voilà qui conclut cette édition. Je suis Ronald Cato. L'actualité se poursuit à l'antenne et en ligne. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.